Comment j'achète le bien? Est-ce que je l'achète en propre ou au travers d'une société? Par quoi je commence? Quelles sont les premières démarches? Comment je constitue une SCI et potentiellement le coût que ça peut avoir à constituer une SCI? Une SCI, c'est extrêmement bien fait, c'est un outil extraordinaire. L'intérêt d'avoir une SCI, comme l'a dit Patrick, c'est de pouvoir transmettre des parts. Et puis il y a un petit côté secret parce que on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur d'une SCI. Et ça, il y a un côté quand même assez sexy en la matière. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. Je voulais d'abord remercier Raphaël Meuble qui nous accueille aujourd'hui pour l'enregistrement de ce podcast sur l'immobilier. Alors 41 mètres carrés, c'est le podcast de l'IMO pour éclairer les investisseurs. Tous les mois, nous accueillons des intervenants experts sur le sujet de l'immobilier pour discuter ensemble de leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience au niveau du marché de l'immobilier. Alors pour aujourd'hui, nous allons aborder la question de la SCI. Comment et pourquoi créer une société civile immobilière pour de l'investissement immobilier? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Tu es fondateur de Dougs, une offre 100% digitale sur l'expertise comptable. Tout à fait. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Aurélien. Donc tu es toi directeur délégué de la plateforme Maslow. C'est ça. Ok. Alors avant de commencer, je vous propose peut-être Patrick de vous présenter, te présenter et présenter ce qu'est Dougs. Donc, comme tu l'as dit, je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable Dougs. C'est une société qu'on a créée en 2015. C'est une société inscrite à l'ordre des experts comptables, ce qui fait de nous en fait une société hybride dans le sens où on a une grosse équipe d'ingénieurs, plus de 80, on est 350 en tout, et de façon très concrète, eh bien, les robots font le boulot des humains au niveau de la production et les humains font le boulot de conseil. Et en fait, c'est comme ça que nous voyons les solutions de demain de l'expertise comptable pour apporter le meilleur auprès des clients. C'est ce qui leur permet, notamment sur un téléphone portable, de connaître chaque jour l'activité de leur entreprise, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et de donner même de la comptabilité prédictive, c'est-à-dire quel sera le résultat pour plus tard. Et par ailleurs, on fait aussi du société civile immobilière et LMNP. C'est une des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui. Merci Patrick. Pierre-Emmanuel, ce n'est pas la première fois qu'on te voit sur ce podcast, mais peut-être pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, peux-tu te présenter et présenter ce que c'est Maslow? Oui, moi je m'appelle Pierre-Emmanuel Jus, donc je suis directeur délégué sur la plateforme Maslow.imo. Donc Maslow, c'est une plateforme digitale qui propose des solutions d'investissement immobilier. Donc on est en architecture ouverte, on propose des solutions éclairées. Éclairées pourquoi? Parce que vous avez accès à des experts qui vous accompagnent en visio dans le choix du support d'investissement immobilier. Sécurisé parce qu'on a un algorithme qui va permettre aux candidats investisseurs de se rassurer sur ce que c'est qu'un bon investissement locatif avec une profondeur de marché, une tension locative, une perspective de revente. Évidemment, et puis une solution globale puisque sur la plateforme Maslow, on peut réserver, financer, gérer son bien depuis son canapé, sans intervention humaine. C'est un peu ça, c'est aussi un peu ça l'idée. D'accord, ok, merci. Alors pour commencer à répondre par la question pourquoi et comment créer une société immobilière pour l'investissement immobilier, peut-être Patrick, peux-tu nous présenter ce que c'est une société immobilière, une société civile immobilière, et peut-être les différences qu'il peut y avoir avec d'autres formes juridiques qui peuvent exister? Bon, alors la première chose, personne n'est obligé de faire une société civile immobilière. On va commencer par là déjà, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Une société civile immobilière, en fait, on donne naissance à un être moral. C'est-à-dire que de façon très concrète, tu as des personnes physiques, il faut être au moins deux dans une société civile immobilière, et puis elles disent un jour, ce serait sympa de créer une société, donc un être moral différent, qui va nous remplacer dans l'obtention de l'emprunt, dans l'acquisition du bien immobilier. Et on va mettre de façon collective une partie de notre finance, de notre savoir, de nos compétences, pour justement pouvoir créer de l'immobilier, pour pouvoir l'acheter. Je pense que là, c'est le grand point. Et donc, comme tu le dis, quelles sont les différences avec les autres? C'est que de façon très concrète, les autres vont se résumer à pas grand-chose. On peut acheter en direct, tout simplement, et quand on achète en direct, eh bien, on a deux possibilités, soit on le loue nu, soit on le loue meublé, voilà, tout simplement. Et dans ces cas-là, si on le loue nu, eh ben, on va pouvoir faire du microfoncier ou du foncier tout court, c'est les régimes fiscaux
auquel on est assujetti. Si on décide de le faire meublé, on a la possibilité de faire du loué meublé non professionnel et passer à certains seuils, 23 000 ou au-delà des 50% des revenus de la personne, on passe en location meublé professionnelle. Donc ça, c'est un autre débat, un autre monde. Et donc voilà, ça, on va résumer ça. Et puis, bien évidemment, il y a toutes les lois un peu défiscalisantes qui portent le nom des ministres du logement, même s'ils n'ont rien fait en la matière, mais ça porte leur nom, quoi qu'il arrive, pour essayer d'avoir quelques petites réductions pour booster un peu le marché de l'immobilier, qui d'ailleurs en a besoin ces temps-ci. Et de l'autre côté, tu as un autre monde, donc celui des sociétés. Là, c'est un monde, pourquoi est-ce qu'on fait des sociétés? On va revenir dessus, mais en tout cas, c'est un autre monde dans lequel tu as la société civile immobilière, qui est quand même le monstre sacré et qui a une existence de plusieurs décades, c'est plusieurs centaines d'années maintenant, je pense même. Tu as de l'autre côté toutes les formes juridiques qu'on peut avoir, SASU, SRL de famille, ça c'est très à la mode, qui offrent des avantages et des inconvénients également. Alors pourquoi les sociétés civiles immobilières? Donc je le disais, c'est une société complètement à part, qui est une société civile à l'origine. Et on rajoute un « i » pour dire c'est l'immobilier, parce qu'on peut avoir des sociétés civiles de portefeuille, on peut créer des sociétés civiles de construction, etc. etc. La SCI, elle a pour but plusieurs choses. Elle a pour but d'acquérir des biens immobiliers ou l'équivalent de biens immobiliers, parce qu'on peut acquérir de l'immobilier, on peut acquérir aussi de l'usufruit, c'est-à-dire on achète le droit aux dividendes, on peut avoir aussi des SCPI, on peut avoir d'autres SCI, bref, on peut avoir absolument tout. Puis on peut gérer un peu d'argent au passage. Et donc, ça offre cet avantage de réunir des personnes et puis surtout d'avoir quelque chose de solide. Parce que trop souvent, les gens qui ont par exemple des fortunes immobilières, on va dire conséquentes, alors on ne va pas donner la définition de ce que c'est une fortune immobilière, mais on va dire plusieurs… Multipropriétaires. Et le jour où là, par exemple, des parents décèdent, on tombe tout de suite dans des systèmes dits d'indivision. Le problème de l'indivision, ça date de Napoléon. Nul n'est censé rester en indivision. Donc le premier qui dit « je veux sortir », tout le monde est obligé de s'exécuter. Et là, ça coince. Alors qu'une SCI, tu peux contraindre les personnes de rester. Alors, contraindre, c'est un inconvénient. Par contre, c'est un avantage, c'est que tout ce qui est à l'intérieur ne va pas sauter. Ça ne va pas exploser parce que les gens peuvent tenir, parce que tu peux être obligé de rester dans une SCI. L'autre avantage aussi, c'est que tu peux transmettre plus facilement. Parce que quand tu transmets un bien, puis deux biens, puis trois biens, c'est très compliqué. Tu colles tout dans une société civile immobilière et tu dis, allez hop, ça va être la fête pour tout le monde. Tiens, je te donne des parts en pleine propriété ou je te donne simplement l'usufruit de certains, ou la nue propriété. Il y a, on va dire, des considérations juridiques fiscales qui sont étonnantes. Et puis, il y a un petit côté secret parce que on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur d'une SCI. Et ça, il y a un côté quand même assez sexy en la matière. Alors, je sais que chaque fois que je dis ça, tout le monde hurle en disant « on veut la transparence ». De temps en temps, ça fait du bien de ne pas trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut permettre aussi d'avoir des comptes courants d'associés, etc., etc. Donc, une SCI, c'est extrêmement bien fait. C'est un outil extraordinaire pour les particuliers, même si je ne suis pas favorable systématiquement à la construction de SCI, malgré tout ce que j'ai pu dire, parce que quelqu'un qui aurait par exemple vocation à n'acheter qu'un seul bien dans sa vie, y a-t-il intérêt à fonder une SCI? Pourquoi ne pas faire du LMNP, par exemple, tout simplement, avec du meublé, ou acheter un bien en foncier? Parce que dans les sociétés civiles immobilières, il y a quand même un coût, le coût de la création de la société, même si aujourd'hui ça a extrêmement baissé, en tout cas pour nous, ou un coût de gestion aussi qui se fait. Il faut quand même respecter un certain nombre de choses. Les gens oublient qu'il faut faire des assemblées générales, de tenir la compta. Enfin, il y a quand même 2-3 bricoles auxquelles il faut véritablement réfléchir. Dans les avantages de la SCI, donc, tu évoquais l'aspect transmission, gestion du bien. Est-ce que tu vois d'autres avantages dans la SCI et aussi peut-être d'autres contraintes, d'autres inconvénients d'acheter via des SCI? Alors, il y a toujours le problème on va dire ça, la fiscalité, il y a toujours une sorte de réciprocité. C'est comme tout dans la vie. Si tu gagnes d'un point de vue fiscal, à un moment donné, tu perds un petit peu, d'accord? Et si tu as perdu beaucoup, peut-être qu'avec un peu de chance, tu gagneras quelque chose. Tu récupéreras. Quelques exemples. Mais oui, ce n'est pas toujours vrai quand même, parce que le changement des lois se faisant, on ne sait jamais de quoi il peut en retourner. On va prendre quelques exemples pour être précis. Dans une société civile immobilière,
tu as normalement, une SCI, c'est un impôt sur le revenu. D'accord ? Donc ça veut dire que quand tu achètes, toi, en tant que particulier, tu imagines 2 particuliers, tu achètes, bon, et tu fais rien. Tu restes à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que fiscalement, tu seras traité comme si tu l'avais acheté en direct. Ça veut dire que de façon très concrète, tu vas te retrouver avec du microfoncier ou du foncier. Voilà. Deuxième possibilité, tu décides de faire du meublé. Donc automatiquement, quand tu entends meubler dans une SCI, c'est faisable parce qu'il y a des gens qui n'y savaient pas. Mais par contre, si ça dépasse 10% du chiffre d'affaires de la totalité, on est obligé d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors là, il y a une espèce de petit miracle fiscal qui naît, entre parenthèses, j'exagère en disant miracle fiscal, mais globalement, avec un taux de rentabilité normal, pendant 15 ans, tu ne payeras pas un seul impôt. C'est quasiment impossible. Tu ne payeras pas d'impôt à titre personnel, puisque tu n'as pas de revenu foncier. Tu ne payeras pas d'impôt au niveau de l'impôt sur les sociétés, parce que tu vas pouvoir passer les frais de notaire, les frais d'agence directement en charge de la première année. Tu vas pouvoir amortir ton bien à hauteur, je simplifie, de 85% sur des durées qui vont varier entre 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour les plus longues, si bien que tu peux t'arranger pour ne rien payer du tout. Donc là, ça paraît être le truc fantastique et tu dis, tout le monde devrait faire ça. Bon, le problème, c'est que lorsque tu veux vendre un bien immobilier dans une société civile immobilière, un impôt sur les sociétés, il va falloir faire le calcul de la plus-value. Et la plus-value va se calculer sur une différence entre un prix de vente et la valeur nette résiduelle après amortissement. Ça veut dire, pour faire super simple, si au bout de 30 ans tu vends, c'est-à-dire que ton bien est totalement amorti, eh bien ta plus-value elle est très facile à calculer. Tu prends, pas tout à fait, on ne va pas exagérer, prix de vente, moins 15% du bien immobilier, c'est-à-dire la valeur du terrain que tu n'as pas pu amortir, moins éventuellement les amortissements réputés différés qui restent encore, s'il y en a encore. Voilà. Par contre, il peut y avoir des ruses. Tu peux aussi avoir plusieurs biens immobiliers. On n'est pas obligé d'avoir un seul bien immobilier par ici. D'ailleurs, je conseille d'en avoir plusieurs. Parce que l'avantage, c'est que du coup, tu te trimbales toujours avec du déficit, de l'amortissement, tu charges, et même si tu fais une plus-value, hop là, même pas mal, tu n'as rien à payer. Mais globalement, ça nécessite un sacré mantra. C'est-à-dire que quand, alors je pense que Pierre-Emmanuel va sans doute nous dire, mais si un jour tu veux avoir un patrimoine immobilier, il faut se bouger. Enfin, ça ne vient pas tout seul. Et donc, de façon très concrète, on est obligé d'avoir une stratégie. La stratégie de dire, je crée, si on a envie, de faire une SCI, mais si je fais une SCI, je m'oblige à acheter 3-4 biens. Parce que sinon, pour un bien immobilier, c'est pas forcément... Alors, c'est toujours difficile parce que les gens ils disent... Il y aura toujours le contre-exemple. Voilà. Oui, et puis, c'est quoi le premier ? Est-ce que c'est pas l'avant-deuxième ? On ne sait pas comment on va lancer. Mais en tout cas, il faut avoir une psychologie dans laquelle on va se dire, ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Si j'y vais à tâtons et j'achète un bien, je simplifie, à 50 000 €, est-ce que j'ai besoin de faire une SCI, sachant que peut-être j'en ferai pas d'autres ? Jamais de la vie, ça coûte trop cher, le bien, il n'y a pas de rentabilité suffisante, etc. Par contre, j'achète mon premier bien immobilier à 50 000 €, mais on se dit dans 1 an, j'en achète un autre, et puis dans 2 ans, j'en achète un autre, etc. Ça vaut peut-être le coup de le faire à ce moment-là. Ce n'est pas certain, il faut véritablement bien regarder. Je terminerai sur un point. On a parlé des particuliers. Et le plus gros avantage pour moi d'une SCI, c'est d'attirer de l'argent. Parce que le problème d'une SCI, c'est que lorsque l'on achète, on a un loyer, bien évidemment, qui va rentrer. Mais le problème, c'est que si, par exemple, on fait un effet levier et qu'on emprunte beaucoup, le montant du remboursement de l'emprunt ne va pas couvrir le montant, ne sera pas couvert par le montant du loyer. À part dans quelques vidéos que l'on voit sur YouTube. Le cash flow positif. Oui, c'est ça. J'ai 20 ans, je vais rentrer, j'achète 5 biens sans prêt bancaire et j'ai pas besoin d'apporter de l'argent. Bon. On les connaît bien. Voilà. On se les fait toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Bien évidemment. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais dans la réalité, on n'arrive pas à couvrir le montant de l'emprunt par le loyer. Et le problème, sauf à être né riche et que l'argent arrive gratuitement, c'est que cet argent, eh bien, il est issu d'un travail. Et quand on parle travail, on pense à quoi ? On pense à charge sociale, et on pense à impôt sur le revenu, puis on pense à CSG au passage. Et globalement, si on gagne correctement sa vie, à chaque fois qu'on met 100 € quelque part, il a fallu 100 € qui partent dans la nature. Voilà.
Et donc, moi, ce que je préconise pour ceux qui sont dirigeants de sociétés, notamment de réfléchir à la construction de ce qu'on appelle des holdings. C'est quoi une holding? C'est relativement simple. Tu as ta société civile immobilière qui est là, tu as ton bien immobilier, tes biens immobiliers qui sont ici, et au-dessus, tu as ta société. C'est ta société qui va détenir ta société civile immobilière à 100% ou presque, 99,99 parce qu'il faut avoir 2 associés. Donc d'ailleurs, petite ruse, une seule personne détient la holding qui détient, et puis la personne détient à une part, ça fait 2, c'est la même personne, mais ça fonctionne, c'est pour ça. D'accord, on peut être associé avec peut être personne seul. physique et personne morale. Et exactement, on peut être associé unique indirectement, enfin pour les bénéficiaires effectifs, tout seul. Et donc concrètement, avec la holding, il y a un avantage majeur, c'est qu'au lieu de remonter de l'argent vers la personne physique qui va remettre de l'argent dans la holding, eh bien, on descend de l'argent directement. Et là, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu ne payes pas de CSG, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, tu ne payes pas d'impôt sur les sociétés, tu ne payes rien du tout. Et donc, j'aime à dire que la holding, dans ces cas-là, c'est une sorte d'aqueduc, l'aqueduc qui prend de l'eau dans une fontaine et qui va à la source et qui va le mettre dans des bassins, etc. Et bien là, c'est pareil, ta holding t'amène de l'argent vers la société civile immobilière gratuitement. Et là, je comprends mieux pourquoi on peut construire des sociétés civiles immobilières quand on est dirigeant que quand on est un simple particulier où on achètera peut-être un bien de biens et peut-être que le LMNP suffit même s'il a un peu du plomb dans l'aile et peut-être qu'un jour il y aura d'autres changements. Pour l'instant, on ne sait rien parce qu'on entend ça depuis 10 ans à peu près, voire davantage. Difficile d'anticiper. Ça dépend des gouvernements, on verra après dans le temps. Je pense que c'est un point important. Et c'est pour ça que je disais, aujourd'hui, le problème actuellement en France, c'est la fiscalité qui est très évolutive dans différentes matières et on ne peut pas savoir. Et donc c'est pour ça que quand je parlais de construction de SCI, de philosophie, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est la durée. C'est ça, c'est la durée, c'est la psychologie que l'on a et de se dire est-ce que j'ai envie de payer tout de suite? Je pense à quelqu'un qui achète en revenu foncier et qui va tout de suite être taxé ou pas, ça dépend de 3 bricoles. Ou est-ce qu'au contraire, j'accepte l'idée d'acheter, de ne pas payer de fiscalité, et puis de transmettre ensuite aux enfants, puis comme ça, on verra. Après, les enfants se débrouilleront après pour le reste. Donc il y aurait un avantage sur la fiscalité. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer un petit peu comment marche l'imposition en France? En l'occurrence, donc quand j'achète de l'immobilier, s'il est dans le nu, je suis soumis donc, à l'impôt sur le foncier. Comment, si je génère donc, du revenu foncier, comment il est imposé aujourd'hui en France pour un particulier? Oui, c'est vrai, aujourd'hui, quand on achète de l'immobilier, alors, on va parler uniquement de l'immobilier locatif, on va dire classique. Je ne vais pas aller sur... ici, on est chez Raphaël Meubles, c'est un magasin, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne vais pas parler d'immobilier bureau, mais si je parle d'immobilier locatif classique, soit je vais louer mon logement à quelqu'un qui va en faire sa résidence principale, qui va venir avec ses meubles et ses affaires. Et voilà, dans ce cadre-là, je vais louer mon logement nu, et donc je vais être soumis aux revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, aujourd'hui, tu as tes recettes, tes loyers, tes dépenses, donc ton crédit, ta taxe foncière, tes charges de copropriété, tes assurances loyers impayés ou l'assurance propriétaire non occupant, ça fait des recettes et des charges. Et le bilan, qui est généralement positif, là, va être imposé 2 fois. Il va être imposé sur ta tranche marginale d'imposition. Donc ça, c'est ton niveau de revenu annuel. Imaginons que tu sois dans une tranche à 30% par exemple, tu vas payer déjà 30% d'impôt sur ce de ton bilan, de ton bénéfice foncier. Et puis on va saupoudrer ça d'un peu plus de 17,2% de CSG. Donc tu as 47% d'impôt sur le bilan lorsque tu es en revenu foncier. D'où parfois des subtilités. Le microfoncier est plutôt adapté, mais je parle sous contrôle sur les gens qui ne font pas de crédit, puisque si tu n'as pas de charge de crédit, il faut trouver une solution pour l'optimiser. Voilà. Et puis si tu n'es pas dans les revenus fonciers, que tu es dans la location meublée non professionnelle, eh bien là tu as d'autres solutions, comme l'expliquait Patrick, notamment sur l'amortissement du bien, qui te permet, si je caricature, de passer à côté de l'impôt sur le revenu et d'éviter ça. Peut-être un petit point que tout le monde doit bien comprendre, c'est qu'en France, même si tu ne rentres pas un sou dans ta société, enfin à titre personnel, parce que tu donnes le remboursement de ton emprunt, donc tout ton argent est allé, tu peux te trouver imposé sur l'argent que tu n'as pas. Bien sûr. Et donc, quand on achète quelque chose, il faut tenir compte non seulement du remboursement d'emprunt qu'on doit réaliser, mais également, dans ces cas-là, que Pierre-Emmanuel a bien cité, dans une situation où le résultat fiscal fait que tu peux te choper 47% sur un résultat
fiscal que tu n'as pas mis dans ta poche. Hein, c'est la complexité qu'il ça, faut quand en fait moi j'investis dans l'immobilier, si je fais l'état des recettes et des dépenses, en soi dans mes recettes j'ai donc potentiellement les loyers que je perçois, dans mes dépenses j'ai le crédit de l'immobilier, les charges, la taxe foncière, etc. Mais en fait le bénéfice foncier, lui, je déduis uniquement les intérêts d'emprunt et non pas la mensualité de crédit. C'est ça. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas confondre la les charges financières avec les sorties financières. Une grosse partie des sorties financières ne sont pas déductibles fiscalement parlant. Ce qui est important, ça veut dire que lorsqu'on investit dans l'immobilier, Patrick l'a déjà dit, mais c'est d'avoir une stratégie. Déjà, l'investissement immobilier, c'est un horizon de placement. Donc on définit d'abord avec nos clients l'horizon de placement. Quand je fais un investissement locatif, imaginons que j'achète un appartement dans l'ancien, je vais payer 8 à 9% de frais de notaire. Donc il faut déjà que j'absorbe ces frais de notaire-là. Donc je ne peux pas acheter en janvier et revendre au mois de juin. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est l'horizon de placement. Et après, c'est la stratégie d'investissement et la stratégie également par rapport au marché. Lorsque je suis sur une ville, je vais étudier ce marché-là pour voir quel est le plus opportun en termes d'investissement, de loyer, de fiscalité. Aujourd'hui, on est à Lyon, on est dans une ville qui a des plafonds de loyer, qui a une réglementation qui est assez stricte sur la capacité à louer les logements. Lorsque j'achète dans le neuf, j'ai un plafond de loyer. Lorsque j'achète de l'ancien, j'ai des loyers plafonnés. Et donc, on va regarder s'il est plus opportun de faire de la location nue ou de faire de la location meublée. Ça, c'est vis-à-vis du marché immobilier. Et puis après, il y a les situations du client. Est-ce que le client, lui, a intérêt à faire des revenus fonciers ou à faire de la location meublée? Parfois, il y a des encouragements fiscaux qui sont plus importants sur les revenus fonciers. Voilà, si j'investis dans le neuf aujourd'hui, j'ai le droit à un dispositif fiscal qui actuellement s'appelle le dispositif Pinel. Je vais avoir une réduction d'impôt et je vais payer moins de frais de notaire. Si je vais sur le marché de l'ancien et que les loyers sont plafonnés, je vais peut-être regarder si la location meublée n'est pas plus propice ou pas. Donc ça, c'est la stratégie, l'horizon de placement, l'étude du marché. Et après, il y a comment j'achète le bien. Est-ce que je l'achète en propre ? Voilà, je suis célibataire, j'achète un bien immobilier. Quel est l'intérêt de faire une SCI ? Grosso modo, on va être proche de zéro. Moi et Patrick, on veut acheter un bien ensemble. On est mariés tous les deux. Bon, mais pas ensemble. Pas ensemble. Voilà, moi je suis salarié, Patrick est dirigeant de société, on n'a pas la même catégorie de revenus, on n'a pas la même structure familiale. Si on veut acheter un bien ensemble, je pense que ça sera plus opportun et plus intéressant de faire une SCI. Pour le client particulier, il y a aussi la composition de la famille. On a aujourd'hui des gens qui ont des enfants de plusieurs mariages, qui sont parfois célibataires, parfois divorcés, parfois en couple. Comment ils ont acheté leur résidence principale ? Tout ça, ça fait partie d'une découverte patrimoniale, d'un audit patrimonial. Qui vous êtes, comment vous vivez aujourd'hui, c'est quoi votre situation par rapport à votre résidence principale, quelle est la nature de vos revenus. Je suis médecin. Voilà, ça ne va pas être la même chose que si je suis salarié. Et c'est là qu'on va prendre des décisions sur, OK, je souhaite investir dans l'immobilier avec des objectifs, préparer ma retraite, préparer les études de mes enfants, m'enrichir tout simplement, créer du patrimoine. Il y a l'horizon de placement, la stratégie vis-à-vis du marché et comment j'achète le bien. Est-ce que je l'achète en propre ou au travers d'une société ? Alors évidemment, il y a toujours des cas particuliers, mais est-ce que Pierre-Emmanuel, avec les clients Maslow, tu aurais des situations où justement tu préconises l'investissement en SCI? Oui, alors c'est surtout sur la structure de la famille, voilà, notamment quand il y a des enfants qui ne sont pas de la même union, parce que l'intérêt d'avoir une SCI, comme l'a dit Patrick, c'est de pouvoir transmettre des parts. Voilà, j'ai un appartement à Saint-Tropez, j'ai un appartement au Havre, j'ai deux enfants de deux unions différentes, lequel va prendre celui de Saint-Tropez et lequel va prendre celui du Havre. Alors je suis normand, donc on va se calmer sur le Havre, hein, j'aime beaucoup cette ville, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est de se dire que quand je crée une société, je ne vais pas transmettre l'appartement à Saint-Tropez ou l'appartement au Havre. Bon, évidemment, il n'a pas la même valeur, tout le monde l'aura compris. Je vais transmettre des parts et donc je vais pouvoir décider de comment je vais transmettre petit à petit mes parts. L'âge de l'investisseur est également très important dans la transmission, mais je pense que Patrick va expliquer ça mieux que moi. Plus on donne de son vivant, mieux c'est. Et le fait de pouvoir transmettre des parts ou transmettre de la nue propriété, de l'usufruit, bref, on peut vraiment optimiser les situations. Mais pour moi, les cas spécifiques, il y a plusieurs cas spécifiques. Il y a le cas des unions avec des enfants différents, ça c'est très important pour moi, et la catégorie socio-professionnelle du client, lorsqu'il est TNS notamment et qu'on veut séparer le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, là la création de structure est pour moi quelque chose de favorable. Justement, tu parlais de couples non mariés, je vais aller jusqu'au bout, on peut parler de couples non mariés, non pacsés.
Et supposons effectivement que ce couple marié non pacsé ait des enfants. Eh bien parfois, le montage d'une société civile immobilière peut être intéressant. C'est-à-dire que chacun des membres de ce couple va acheter 50%, et la ruse, ils démembrent et ils échangent leur usufruit, leur nue propriété. Moralité de l'histoire, dans cette situation, si l'un des deux venait à décéder, eh bien ça bloque le système, c'est-à-dire que les enfants, par exemple, ne pourront pas accéder et demander à la personne survivante de partir. Donc il peut y avoir des montages Pour très se subtils, protéger aussi, qui ne sont pas dans la fiscaux en fait, famille. du tout, parce que là, du coup, on se retrouve dans une fiscalité nulle, parce que dans une société civile immobilière, à l'impôt sur le revenu, les associés peuvent vivre à l'intérieur sans prendre de loyer. Ça signifie qu'en contrepartie, ils ne bénéficieront pas de fiscalité particulière. Par contre, quand on est un impôt sur les sociétés, il faut impérativement payer un loyer, sinon ça s'appelle un abus de droit. Bon, certains ont essayé, mais de façon très concrète, il faut avoir un loyer qui est un loyer normal et dans lequel toute la fiscalité va fonctionner. Ok. Autre subtilité également, notamment sur le financement bancaire, la SCI dans certains établissements bancaires est plutôt catégorisée comme investissement professionnel, alors que tu peux le faire à titre privé. Et donc dans certains établissements bancaires, le fait de lever de la dette, de faire un emprunt au nom du SCI n'est pas interprété comme si tu achètes un avance principale ou tu achètes un investissement locatif en propre. On sait qu'il y a des critères aujourd'hui, les fameux 35% d'endettement, il y a la durée également de l'investissement. Et donc parfois, ça permet à des investisseurs de pouvoir aller au-delà des 35% d'endettement puisqu'il va y avoir une analyse plus professionnelle lorsque c'est une SCI. Généralement, la durée d'emprunt est plus courte. Si tu veux emprunter sur 20 ans ou sur 25 ans à titre privé, c'est possible. C'est moins le cas lorsqu'on est en SCI. Par contre, quand ton endettement fait que tu frôles les 35%, la SCI peut aussi t'aider à avoir une analyse de ton dossier un petit peu plus professionnelle et ça peut être une niche qui peut être intéressante à étudier. Le dernier point qu'on a aussi chez Maslow, ce sont les expatriés, donc les gens qui actuellement ne sont pas en France et travaillent à l'étranger. Donc s'ils investissent dans l'immobilier en France, ce qu'ils veulent, c'est éviter la fiscalité, puisqu'ils sont fiscalisés dans leur pays où ils touchent leurs revenus. Quand je parle d'expatriés, ce sont souvent des gens qui vont faire 2 ans, 5 ans, 10 ans dans le pays où ils sont. Ils vont souvent revenir en France. Donc c'est comment protéger un peu leur patrimoine qu'ils auront créé. Est-ce qu'ils ont acheté leur future résidence principale ou juste d'investissement locatif? Et là, on va pouvoir également étudier les deux situations d'achat en propre ou de SCI. Voilà, c'est un peu les scénarios que l'on va trouver. C'est vrai que les expatriés chez Maslow, c'est 30% des ventes. Donc on a cette on doit aller sur ce sujet-là aussi pour les aider à mieux. Tu parlais de lisibilité tout à l'heure. Le Français qui est parti il y a 5 ans, il y a 6 ans, où il est totalement perdu parce qu'il découvre la réglementation énergétique, le plafonnement des loyers, il découvre tout. Enfin, je veux dire, s'il revient pas et qu'il ne parle pas d'immobilier à Noël en France, il va tomber de sa chaise. Donc il a besoin d'être un peu accompagné. Oui, surtout effectivement par rapport à des pays comme Dubaï ou autre chose, où la réglementation est un petit peu plus lâche quand même. Plus light même. Ouais. Exactement. Si je commence l'investissement immobilier locatif, je suis dans une situation, effectivement, la SCI peut être intéressant pour moi. Par quoi je commence? Quelles sont les premières démarches? Comment je constitue une SCI? Et potentiellement le coût que ça peut avoir à constituer une SCI? C'est très simple, en fait. C'est d'une simplicité biblique. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille et on peut dire qu'au début, faire une société civile immobilière, ça pouvait prendre 3 mois, 5 mois en France. Aujourd'hui, en 48 heures, chez Doux, nous réalisons une société civile immobilière. C'est ultra simple. Alors, dans tous les cas de figure, tu payeras, quoi qu'il arrive, ce qu'on appelle 3 choses. La liste des bénéficiaires effectifs, les frais de guichet unique et les annonces légales. Ça, personne ne peut y échapper. Globalement, ça a un coût à peu près à 300 € pour faire ultra simple. Et après, la différence, ça va être les honoraires. Les honoraires de conseil, ça peut être des notaires, ça peut être des avocats, ça peut être des experts comptables. Ces 3 professions ont le droit véritablement de s'engager pour donner du conseil à l'étape pure. Il y a aussi des plateformes sur lesquelles tu peux les faire. Mais là, dans ces cas-là, il y a zéro conseil. Ils ne connaissent ni l'immobilier ni le juridique par ailleurs. Et donc voilà le panorama.
puis évidemment, il y a le conseil qui peut être apporté aussi dans la réflexion, comme Pierre-Emmanuel, qui connaît très bien le monde de l'immobilier, le monde juridique également. Et donc, ce qui va faire la différence, effectivement, c'est les honoraires. Bon, au sein de Doux, nous sommes à 150 € hors taxe pour créer une société civile immobilière. Je veux dire, rapporter le prix de l'immobilier, je pense que ça n'avait même pas le prix de la porte du placard. Mais c'est un acte engageant dans le sens où il va falloir réfléchir, il faut trouver, alors comme je plaisante souvent, je dis souvent aux gens, le plus dur pour vous, ça va être de trouver le nom de la société civile immobilière, parce qu'il faut trouver un nom, c'est tout. Ouais. Et après le reste, on se débrouille. Pourquoi ? Pas parce que la personne est guidée, on va lui demander son passeport ou sa carte d'identité, on va lui demander un lieu de création du siège social qui peut être différent du lieu de l'endroit de la société civile immobilière. Alors surtout s'ils sont expatriés, là c'est beaucoup plus simple, il faut que ce soit nécessairement en France. Et puis un certain nombre d'opérations dans lesquelles on va le faire réfléchir. Puis après on va le faire réfléchir s'il reste à l'IS ou à l'impôt sur le revenu. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a tous les documents, ce qui est la chose un petit peu la plus complexe, souvent ça nous arrive, les gens, leur carte d'identité est périmée. Bon, ça marche plus. C'est bête, mais ça arrive assez fréquemment, ou un document qui n'est pas une pièce justificative suffisamment nouvelle pour prouver son lieu où on habite, quoi, ou le lieu du siège social. Mais une fois que c'est fait, pouf, on bascule tout ça dans le guichet unique, et 48 heures après, il y a le fameux CABIS. CABIS, c'est une sorte de certificat de naissance avec une carte vitale à l'intérieur, puisqu'il y a le numéro sirène de la société qui identifie la société civile immobilière. Voilà, donc c'est très rapide. Après, dans la gestion au quotidien, donc ça c'était pour la création de la SCI, dans la gestion, est-ce que j'ai des obligations légales ? Comment ça se passe au quotidien ? Il y a des associés, il y a des obligations. C'est exactement ça. Et en fait, parfois, les gens montent de société civile immobilière. Ils ne font plus rien. Et puis, ils ne font plus rien. Voilà. Surtout quand ils sont à l'impôt sur revenu. Parce qu'à l'impôt sur revenu, tu colles ton chiffre d'affaires. Enfin, tu colles, si tu es en microfoncier, tu colles tes revenus directement dans ta déclaration fiscale 2042. Si tu fais du foncier pur, tu es obligé de faire une petite 2044. C'est un petit peu plus compliqué, mais à peine. Et là, le problème en fait qui naît, c'est qu'ils oublient qu'il faut faire une assemblée générale. Et donc, il y a des cas de jurisprudence. Bon, généralement, ça se passe dans les couples qui ne s'entendent pas très bien. Voilà, pour faire ultra simple. Et il y a eu des cas de jurisprudence où, notamment, le mari a été viré de sa qualité de gérant, puisque pendant les 15 ans qu'ils avaient leur société civile immobilière, ils n'avaient jamais convoqué une seule assemblée générale. Et parce que madame, par exemple, il divorçait, madame attaquait en disant « oui, pendant 14 ans, j'étais d'accord, mais là, maintenant, c'est insupportable. » Et donc, pouf, il se faisait virer en tant que gérant. C'est très compliqué. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Il y a une assemblée générale à réaliser. Maintenant, combien de temps l'assemblée générale ? Est-ce qu'il y a généralement tous les ans. Tous les ans. Voilà, je le dis en plaisantant, c'est au moins une fois par an. C'est ce qu'on appelle l'approbation des comptes et l'affectation des résultats. C'est là où on donne quitus au gérant, etc. Et puis, ça, c'est la version light. Et puis, il y a la version hard, qui est l'impôt sur les sociétés, dans lequel il faut faire ce qu'on appelle une déclaration 2065, qui est une déclaration d'impôt sur les sociétés comme une SAS ou une SASU. Et dans ces cas-là, il faut un petit peu tenir la compta, faire un certain nombre de choses. Chez Doux, c'est 29 € par mois, hors taxe. Donc c'est toujours très light comme prix, mais il faut le faire. Voilà, c'est ça qui est très important. Et il faut faire une assemblée générale, bien évidemment, parce que ça, ce n'est pas propre à l'impôt sur les sociétés, c'est propre à toutes les sociétés, effectivement. Une assemblée générale est toujours nécessaire, au moins une fois par an. Au niveau de la transmission, après, parce que la SCI a un côté aussi pour peut-être transmettre, et souvent, en fait, on pense que la SCI, c'est uniquement pour transmettre, on vient de voir que pas forcément, mais il y a quand même un sujet sur la transmission. Comment vous organisez chez Maslow le sujet de la transmission des SCI ? Alors, c'est le meilleur outil de transmission, je pense, la SCI. Comme je prenais l'exemple tout à l'heure, c'est plus facile de donner des parts de quelque chose que de donner la totalité. Et puis, ce qui est génial également, c'est qu'on peut donner le fruit, c'est-à-dire le fait de percevoir un loyer. Si j'ai un investissement locatif et que je transmette ça à mes enfants, je peux garder la nue propriété. Schématiquement, je suis propriétaire de mur ou ma résidence principale. Je peux également la démembrer, je fais ce que je veux. Mais l'idée, c'est ça. Mais sur un investissement locatif, je peux rester propriétaire du bien, donner les loyers à mes enfants. Une petite subtilité que j'adore, c'est le démembrement temporaire, par exemple, ce qui permet, j'ai des enfants qui quittent mon foyer parce qu'ils font leurs études. Je suis propriétaire d'appartement. Et bien pendant 10 ans, je vais donner les loyers
que je perçois à mes enfants pour qu'ils financent les études. Moi, je ne vais plus payer d'impôt sur le revenu. En tous les cas, je ne vais plus payer l'impôt sur le loyer. Je vais rester propriétaire du bien. Je vais donner finalement de l'argent à mes enfants. Ça, c'est des subtilités que j'adore. Oui. Donc, je pense que la valeur ajoutée de conseil, elle est aussi très importante parce que je pense que ça, les gens le maîtrisent assez peu. Et puis après, il y a l'âge des gens. C'est-à-dire tous les 51, 61, 71 ans, la valeur de nupropriété et d'usufruit change. Donc il vaut mieux donner des parts à 60 ans qu'à 61. Il vaut mieux donner des parts à 69 ans qu'à 71, puisque ta valeur d'usufruit de nupropriété n'est pas la même. Donc toujours pareil, comme je le disais tout à l'heure, l'horizon de placement, l'âge à laquelle j'investis, la composition de ma famille, mon souhait de devoir transmettre mon patrimoine. C'est un peu comme ça que l'on va tirer une ligne de vie patrimoniale, une ligne de temps avec des scénarios en se disant voilà, il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux optimiser la situation. C'est un peu le conseil qu'on peut apporter. C'est parfait. Très bien, ok. On approche de la fin de ce podcast. Je voulais revenir avec toi, Patrick, sur la notion d'expertise comptable. Quelles sont les missions d'un expert comptable? Comment tu accompagnes tes clients dans le temps? Alors, on les accompagne du début jusqu'à la fin, j'aurais tendance à dire. Début avec la création, gestion ensuite tout au long à travers la partie fiscalité. Au sein de Doux, n'importe qui peut pouvoir poser n'importe quelle question par chat, par vision ou par téléphone, tout simplement. Et donc, notre objectif, c'est de conseiller nos clients sur l'intégralité de tous les points auxquels ils peuvent être confrontés. Ça peut être simplement une IAS fiscale qu'ils ne comprennent pas ou des choses un petit peu plus importantes. On a au sein de notre structure des avocats en droit fiscal, des avocats en droit social, des avocats en droit des sociétés, des experts comptables. Parce qu'une société civile immobilière, on peut aussi être salarié au sein de sa société. Parfois, certaines personnes nous demandent comment ils peuvent, par exemple, compléter 2 années qui vont leur manquer dans leur retraite. Et on leur dit, écoutez, vous avez une société civile immobilière qui est aujourd'hui suffisamment importante. On peut vous allouer en fait 600 heures de SMIC à l'année, ce qui ne fait pas grand-chose, 7 000 € à l'année. Et avec 7 000 € par an, tu peux valider tes 4 trimestres de retraite. Ça t'évite comme ça de les racheter à prix d'or. Ok, bon à savoir. Exactement. Vous avez tous les deux digitalisé en fait des métiers un peu plus traditionnels, l'expertise comptable pour Doux, l'investissement immobilier pour Maslow. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des différences en fait entre des métiers traditionnels en physique et du 100% en ligne sur vos métiers respectifs? Je pense que c'est l'accès en fait. C'est le fait qu'aujourd'hui, notre prospect ou notre client, il est chez lui derrière un écran. Si je parle de l'investissement immobilier, on va dire qu'il a besoin de se forger une opinion tout seul. Parce que finalement, je vais voir mon banquier, je vais voir, mon copain a acheté un appartement, il a fait de l'investissement immobilier, il a fait une SCI, je vais faire comme lui. Bon, en fait, si ma situation est différente, il n'y a aucun intérêt. Mais par contre, j'ai besoin de rechercher l'information aujourd'hui sur Internet. Donc, c'est de se forger une opinion tout seul derrière un écran. Et je pense qu'on a essayé de le montrer aussi aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, il y a des solutions personnalisées, une situation personnelle. Et l'idée, c'est d'avoir le bon niveau de conseil. Et ce bon niveau de conseil-là, on essaie de l'apporter sur Maslow. Je pense qu'on essaye aussi de l'apporter chez Doux, mais on voit bien que derrière les écrans, il y a des humains et des experts. Et je pense que c'est surtout important ce point-là. Des humains, oui, mais aussi des experts pour pouvoir être le mieux guidé possible. Quand on parle de digital, on parle aussi de données numériques. Ouais. Comment vous, aujourd'hui, vous sécurisez les données numériques de vos clients, justement qu'est-ce que vous pouvez apporter assurer comme sécurité par rapport à ça? Ça doit être encore plus important chez toi. Bien évidemment, oui, tout à fait. Donc, nous sommes en norme 27001. Enfin, c'est la norme la plus conservatrice et protectrice. On est dans tout ça. Alors, je ne vais pas tout décrire, tout le système, mais il y a des systèmes de redondance, de différentes plateformes. Nous, en plus, on est un peu des intégristes en la matière, puisque on regarde où se trouvent physiquement les serveurs pour savoir s'il n'y a pas un risque qu'ils viennent à cramer. Il y a quelques années, OVH avait fait, on n'avait pas loué parce que nous, on avait remarqué que c'était juste à côté des rues. D'avoir des rues et des serveurs à côté, c'était pas très bon. Il faut quand même des endroits très sécurisés. Et donc, on respecte absolument toutes les règles en la matière. Tous les jours, on est hacké, pour la petite histoire. Enfin, tous les jours, il y a des tentatives d'intrusion, mais comme toutes les boîtes aujourd'hui en France, qui sont un petit peu plus importantes, personne n'est à l'abri, bien évidemment. Mais en tout cas, on a tout un système
justement pour lutter contre cela. Nous également, site internet, espace client dédié, la messagerie se fait dedans, la personne va mettre ses documents, jamais de RIB par mail, jamais de pièces jointes, puisque c'est ça qui se fait pirater le plus. Donc c'est véritablement espace client dédié, messagerie dédiée, un petit peu comme le site des impôts, celui de la banque. C'est le secret aujourd'hui et on évite les boîtes mail. Merci à tous les deux pour votre présence aujourd'hui. Merci Aurélien. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre podcast pour voir tous les prochains podcasts et notre contenu. Si vous avez des questions, des sujets ou même des personnes que vous souhaitez avoir dans ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux maslow.imo. À bientôt.